Est-ce que les dispositifs d'aide à l'emploi à destination des jeunes aident vraiment les jeunes? C'est à cette question, et à bien d'autres, auxquelles nous allons répondre aujourd'hui avec Florence Yadaden, sociologue, maîtresse de conférences et autrice du livre Promesses d'embauche paru aux éditions La Dispute. Florence Yadaden, bonjour. Bonjour. Travaux d'utilité collective, emploi d'avenir, un jeune ou une solution. Il y a beaucoup de dispositifs qui ont été prévus par les jeunes depuis les années 1980. Quelle est leur évolution? Alors, en fait, il y a vraiment 2 temps de l'insertion, pensés par l'État autour des questions d'insertion professionnelle des jeunes et autour du constat d'un chômage qui concernerait plus spécifiquement cette tranche d'âge que d'autres tranches d'âge. On va dire qu'il y a une première époque qui relève des politiques d'insertion, qui remontent à peu près aux années 80. Et ces politiques, ça va être par exemple la mise en place des missions locales, les missions locales qui vont on va dire, permettre un traitement spécifique du chômage des jeunes qui soit pas de droit commun, qui fait par exemple que la tranche des 16-25 ans ne va pas passer par l'ANPE ou ensuite par Pôle emploi, mais par un parcours spécifique organisé au sein des missions locales. Et là, on va penser leur insertion professionnelle comme une insertion globale dans laquelle on va inclure l'entrée dans l'emploi, mais aussi d'autres problématiques plus sociales, le logement, la famille, la décohabitation avec les parents, la mobilité, ce qu'on va appeler l'accompagnement global. Ces dispositifs qui vont être créés autour de cette conception de ce qu'est l'insertion, bon, ils vont déjà permettre des dérogations au droit du travail, mais assez légères au début. Par exemple, les travaux d'utilité collective qui vont être mis en place autour du plan BAR vont pas compter de cotisation à la retraite. Et ça va être un problème. On en a parlé récemment autour de la réforme des retraites. Les plus de 1,7 million de personnes qui sont passées par ces travaux d'utilité collective réclament maintenant leur droit à la retraite. Donc il y a déjà des dérogations au droit du travail, mais on est quand même dans une conception de l'insertion professionnelle qui serait une responsabilité de l'État, de la société, du collectif. On considère en quelque sorte que les chômeurs, et notamment les jeunes chômeurs, sont un peu des victimes de ce problème social, problème qui est relativement nouveau, qu'on ne traitait pas comme un problème public jusque-là. Et donc, il faut les aider, qu'il faut prendre tout un groupe de la population et le soutenir dans son insertion professionnelle. À partir des années 2000, on a un gros virage qui va notamment s'accélérer alors sous la pression des politiques européennes, mais aussi en France qui vont être incarnées un peu par l'ère Sarkozy, on va dire, et tous les discours autour de l'assistanat. Assistanat d'un côté, donc autrement dit des chômeurs qui profiteraient du chômage et de la solidarité collective, et des jeunes qui seraient oisifs, voire à la frontière de la délinquance, puisque c'est le discours de Sarkozy au début des années 2000. Et donc, le chômage va devenir quelque chose de l'ordre d'une responsabilité individuelle, voire d'une culpabilité individuelle. Et ça va aller avec la promotion de dispositifs qu'on appelle maintenant des dispositifs d'activation. Et donc, l'idée que la responsabilité de s'insérer repose sur les individus qui doivent faire preuve de leur bonne volonté, voire dans le cas des jeunes de leur citoyenneté, en acceptant de travailler, de s'activer en fait en justifiant, en prouvant qu'ils ne sont pas inactifs et qu'ils restent pas, qu'ils ne se contentent pas du chômage, si tant est que ça veut dire quelque chose. Donc ça, c'est vraiment les évolutions globales, on va dire, de ces politiques, mais quand même, ce qu'on peut retenir, c'est que d'année en année, chaque politique de la jeunesse, enfin de l'insertion professionnelle des jeunes, creuse dans les dérogations au droit du travail. Et donc, les dispositifs qu'on a maintenant sont complètement dérogatoires au droit commun et à ce qu'est l'insertion des chômeurs d'une autre catégorie d'âge. Et quels effets ont eu ces dispositifs auprès des jeunes? C'est très difficile de mesurer l'insertion réelle parce qu'on n'a pas d'outils pour ça, parce qu'il y a eu d'autres phénomènes importants en parallèle. Par exemple, le fait que il y a eu une massification scolaire qui s'est fait en parallèle, que les jeunes ont accédé plus nombreux à l'université,
que le niveau de diplôme a augmenté, que le baccalauréat est passé avec 80% d'objectifs pour une tranche d'âge. Donc il y a eu d'autres phénomènes qui font qu'il est difficile de mesurer l'effet en tant que tel de ces programmes sur l'insertion professionnelle. Mais il y a des effets sociaux qu'on peut mesurer. Déjà, ce que je disais sur la brèche dans le droit du travail, donc l'idée que globalement on s'est habitué au fait que pour s'insérer professionnellement, on peut en passer par des dérogations au droit commun, que c'est ok de ne pas avoir de cotisation sociale dans le service civique, que c'est normal de faire des stages gratuits pour pouvoir s'insérer, tout ça. Donc ça crée quand même un rapport particulier à l'emploi, au travail et puis bien sûr à l'état social. On a quand même une génération entière qui arrive là sans croire du tout à la retraite. Donc il y a cet effet un peu psychologique, on va dire, ou social, symbolique dans le rapport à l'État et à la société. Et puis ensuite, l'effet vraiment très important que ça a eu, mais c'est pas que ces programmes, c'est bien sûr une mutation globale de la société. C'est la concurrence qui s'est développée entre les jeunes pour accéder à l'emploi, pour accéder même aux formations avec Parcoursup. Mais voilà, la compétition pour l'entrée dans l'emploi, elle est allée avec une inflation de ces programmes et le fait que, en gros, pour s'insérer, il faut passer par un maximum de programmes pour remplir son CV, pour se distinguer des autres, avoir plus d'expérience, avoir plus de cartes en gros à jouer, une carte citoyenneté, une carte langue étrangère, une carte sport, une carte service national universel, tout ça. Donc paradoxalement, ces programmes, ils ont aussi rallongé la période d'insertion puisqu'on passe plus de temps dans des dispositifs d'insertion et donc l'emploi finalement continue à s'éloigner en termes de durée. Mais les dispositifs que vous venez d'évoquer sont avant tout des promesses, une promesse d'intégration sociale, d'avenir, d'emploi. Mais ces promesses peuvent-elles être honorées? En tout cas, je ne crois pas que ce soit le but de ces promesses. Je pense que ces promesses, elles mobilisent. C'est ce que je défends dans le livre, que on dit souvent qu'il n'y a pas de politique publique de la jeunesse. Moi, je défends dans l'idée qu'il y a bien une politique globale, qui est une politique de la promesse, une politique de la mise en attente des jeunes. Mais alors, de là à dire qu'on honore l'espèce de promesse d'insertion professionnelle qu'on leur fait, ou la promesse d'une intégration sociale, d'une intégration dans la nation, en tout cas, je crois pas que ce soit l'ambition de ces politiques. Et je crois que personne... en tout cas, ces périodes d'attente, elles sont un objectif en tant que tel de la politique. Mobiliser les jeunes dans les stages, les services civiques, etc. Si eux, ils s'engagent au nom d'une promesse, de l'autre côté, il n'y a pas l'idée particulièrement qu'il faudrait que ça aboutisse à quelque chose. Le service civique en soi, par exemple, ça contente beaucoup. Enfin, c'est le but de la politique, quoi. Mais c'est quoi alors l'ambition de ces dispositifs? Pour les jeunes ou pour les gouvernements? Pour les gouvernements? Je pense que c'est quand même de mobiliser globalement une masse de travailleurs très importante à faible coût, masse de travailleurs dont on a besoin de les occuper parce que s'ils sont pas dans un programme, on craint qu'ils deviennent une génération violente, une génération oisive, délinquante. On l'a beaucoup entendu autour des mouvements contre les violences policières, que ce seraient des jeunes qui tiennent les murs, des choses comme ça. Donc il faut occuper ces jeunes et puis il faut quand même leur donner un espoir en fait, quand même, si on veut que ça tienne, si on veut que ça craque pas, quoi. Mais ça me donne, ça donne une certaine vision, on va dire, des jeunes par la politique. Qu'est-ce que cette ambition dit de cette vision qu'ont les gouvernements, les politiques de manière générale des jeunes? Alors effectivement, il y a eu aussi une grosse mutation dans le regard qu'on a sur la jeunesse et l'époque où on considérait les jeunes comme l'avenir de la société est quand même bien derrière nous, avec tous ces discours, notamment sur la Gen Z qui voudrait pas travailler, qui serait rétif à s'adapter au marché de l'emploi, etc. Il y a un regard sur quand même la jeunesse et puis de fait plus généralement sur le travail, qui est de l'ordre de c'est ça ou rien. Vous prenez ce qu'on vous donne et si vous le prenez pas, il y aura une sanction. Donc c'est quand même un peu, il me semble, un regard sur les jeunes qui relève d'une forme de disciplinarisation
on se dit qu'il faut bien que les jeunes se tordent à la société qui les attend et au travail qu'on leur propose, quoi. Avec beaucoup aussi, pardon, je l'ai pas encore dit, mais une distinction entre différents types de jeunes, des jeunes qu'on considère comme insérables, ayant un avenir, donc ils sont évidemment plutôt les jeunes de classe moyenne sup, des jeunes qui auraient des diplômes, on trouve dans les rapports dans les années 2010, on trouve les jeunes qui ont des projets, et le miroir, c'est les jeunes qui brûlent des voitures. Donc il y a vraiment deux populations qu'on dessine comme ça, avec évidemment de l'autre côté plutôt des jeunes issus de l'immigration ou des jeunes de classe populaire peu diplômés, etc. On rejoue aussi centre, périphérie, enfin voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup changé dans notre regard sur la jeunesse, c'est qu'on n'a plus du tout en tête la figure du jeune travailleur, du jeune ouvrier. Il y a quelque chose qui a changé dans la façon dont on conçoit même la jeunesse. Vous avez parlé de sanctions, ce qui me fait dire que ces dispositifs ne sont pas que des promesses, mais ils sont aussi des menaces. Oui, c'est un peu pour moi pour ça que marche, enfin grâce à ça, on va dire que marche cette politique de la promesse. Parce que derrière ça, quand je disais c'est ça ou rien, il y a l'idée que rien, c'est le pire qui puisse arriver. La menace du chômage de longue durée, la menace de la non-insertion professionnelle, ou la menace d'une insertion professionnelle de très mauvaise qualité. C'est un peu comme si on disait sans cesse aux jeunes en insertion, te plains pas, c'est pas l'usine, pour reprendre le titre d'un bouquin sur le secteur associatif. Si tu n'acceptes pas les conditions qu'on te propose, tu vas te retrouver à devoir en accepter des pires. Et ça va aussi avec d'autres formes de menaces. Je l'évoque dans le livre, il y a une importance accrue des programmes en collaboration avec l'armée. L'armée ayant des dispositifs qui sont à la fois des dispositifs d'insertion professionnelle et de l'autre côté aussi des dispositifs de contrainte d'une certaine façon, de contraintes sur les corps, de contraintes de disciplinarisation. Donc il y a un peu ce double jeu des dispositifs qui créent de l'espoir et de dispositifs qui créent la menace, la peur. Et puis évidemment cette menace, elle prend de plus en plus de place aussi avec, par exemple, la répression des mouvements sociaux, jeunes ou moins jeunes, mais notamment jeunes, et l'idée que le pire, c'est l'inactivité, c'est la dépendance aux aides sociales, le fameux assistanat qui a été beaucoup évoqué par Sarkozy, et donc cette idée que il y a rien de pire que d'être inactif et donc d'avoir une ligne vide sur le CV. Donc tout est bon pour éviter de basculer de ce côté-là, du côté des populations exclues en fait, exclues de la société, exclues du système d'emploi, exclues de l'état social, etc. Ce que vous évoquez, et ça sera d'ailleurs ma dernière question, me fait penser à la première saison du podcast Zéro Virgule. Dans cette première saison, nous avions reçu Camille Dupuis et François Sarfati à l'occasion de la sortie de leur ouvrage Gouverner par l'emploi. Ce qu'ils nous avaient montré dans leurs travaux d'observation de l'école 42, c'est que au sein de cette école, ce qui comptait, ce n'était pas véritablement ce que les étudiants pouvaient apprendre de leur métier de développeur logiciel, mais ce qui comptait vraiment, c'était leur capacité à accepter des horaires à rallonge, à travailler le week-end, ou même des fois même à dormir sur place. Bref, ce qui comptait, c'était leur capacité à être docile face aux exigences des entreprises. Et en lisant votre ouvrage, j'ai l'impression que cette notion de docilité de la jeunesse est aussi un élément central de ces dispositifs. Oui, de docilité de la jeunesse, c'est peut-être de façon plus générale de docilité des travailleurs, parce que quand on s'en prend à une partie de la population, ça fait aussi pression sur le reste de la population. Et c'est vrai que on a beaucoup entendu, par exemple, donc les jeunes, je l'ai pas dit, mais aujourd'hui les jeunes en France n'ont pas le droit au RSA avant 25 ans, ce qui fait une exclusion du droit commun très importante. On a beaucoup dit qu'on voulait pas leur donner le RSA pour éviter qu'ils commencent leur carrière par ce qu'on appelle le mythe des trappes à la pauvreté, l'idée que s'ils commencent leur carrière par le RSA, ils vont y passer une partie de leur carrière. Voilà. On leur propose de rentrer dans l'emploi, de faire une expérience de l'insertion professionnelle par des dispositifs qui dégradent le droit du travail
Et donc, on leur apprend aussi que ce sont ça leur perspective en fait, hein, que voilà, si vous acceptez de travailler, je sais pas, pendant 6 mois pour 500 € comme dans le service civique, ou pendant 9 mois sur cotisation sociale comme dans d'autres programmes, ou pendant 10 jours complètement gratuitement comme dans les stages d'immersion professionnelle, on leur apprend que c'est une condition nécessaire à l'accès à l'emploi. Et donc une fois qu'ils sont dans l'emploi, ils ont été sélectionnés parmi tout le vivier, on va dire, de jeunes en insertion, parce qu'ils ont accepté ces conditions. Et donc, ça devient beaucoup plus dur de revendiquer, mais même les jeunes que je rencontre, par exemple, suivis par les missions locales, ils se projettent dans leur carrière, à la fin de leur carrière, avec un salaire, disons, de 1200, 1300 €. C'est ça la projection qu'ils ont. Parce qu'ils ont commencé leur carrière dans des statuts à 400, 500 €. Et donc, l'idée qu'ils vont pouvoir doubler ou tripler, ça paraît déjà énorme. Donc, il y a à la fois, d'un côté, on a complètement abandonné le droit du travail et la cotisation sociale, hein, pour le dire clairement, l'état social, la sécurité sociale collective, d'un côté. Et de l'autre, on a aussi atomiser les individus qui sont en concurrence les uns contre les autres, et du coup qui gagnent à... Enfin voilà, la concurrence, ça fait qu'il n'y a pas de collectif après. Il y a peu, on sait, il y a peu de syndicalisation chez les jeunes. Il n'y a pas eu de mobilisation, par exemple, contre le service civique ou contre ces programmes qui dégradent le droit du travail, à part la lutte contre le CPE, hein, qui commence à dater un peu, puisqu'elle a 20 ans. Mais voilà, donc il y a aussi une acceptation de l'atomisation, de l'individualisation. On est seul face à l'employeur et on a été sélectionné. Et quelque part, c'est un peu la chance d'avoir un emploi. Et donc, à partir de là, ça devient très difficile de se battre. Florence, merci. Merci beaucoup. C'est sur ces mots que se termine notre épisode consacré à l'ouvrage Promesse d'embauche, paru aux éditions La Dispute. Merci et à très bientôt.